Le cri a brisé le silence de la salle d'audience comme du verre. Toutes les têtes se sont tournées lorsque Maya Thompson s'est effondrée à genoux, son corps convulsant sous des sanglots. Le verdict, non coupable, planait encore dans l'air, empoisonné et définitif. « Vous saviez » halta-t-elle, les yeux fixés sur le procureur qui refusait de croiser son regard. « Vous saviez ce qu'il lui avait fait. » L'homme qui avait été jugé, Daniel Carter, 42 ans, officier de police, sourit faiblement tandis que son avocat le tapait sur l'épaule. 4 ans d'attente, de cauchemars, de séances de thérapie, où sa fille fixait les murs au lieu de parler. Tout cela pour rien. John Cena s'avança vers Maya, son visage buriné par la défaite. Il avait consacré des milliers d'heures à cette affaire, sacrifiant son mariage pour cela. Maintenant, il regardait Carter repartir libre. « Madame Thompson, s'il vous plaît », commença-t-il, tendant la main vers son bras. Elle s'en dégagea violemment. « Ne me touchez pas, aucun de vous ne l'a protégée, aucun d'entre vous. » Les yeux de Carter croisèrent les siens à travers la salle, froids, victorieux. Les mêmes yeux que sa fille avait décrits au réveil ce soir-là. Les mêmes yeux qui avaient observé une fille de 15 ans alors qu'elle... « Maman ?» Ce simple mot fendit le chaos. Debout dans l'encadrement de la porte, se trouvait Eva Thompson, désormais âgée de 19 ans, filiforme avec des cernes sombres sous les yeux. Elle n'avait pas pu affronter la salle d'audience, préférant attendre dans une pièce annexe. Mais elle avait entendu. Tout le monde avait entendu. Maya se précipita pour se relever, s'approchant de sa fille, mais l'attention d'Eva était entièrement focalisée sur Carter. Pour la première fois en 4 ans, Maya vit quelque chose briser le vide soigneusement construit par sa fille. Une rage pure et sans filtre. La main d'Ava se glissa dans sa poche. « Chérie, non !» murmura Maya, comprenant soudainement. En un mouvement fluide, Eva sortit un petit revolver. La salle d'audience explosa en cris, tandis que la sécurité se précipitait pour dégainer leurs armes. « Personne ne bouge !» cria John, se plaçant entre les agents et Ava, les mains levées vers les deux groupes. « Ava, écoute-moi. »« Il va recommencer, » dit Ava, sa voix étrangement calme alors qu'elle visait la poitrine de Carter. « Vous le savez tous, et vous le laissez faire. » L'avocat de Carter se posta devant son client, mais Carter le poussa de côté, se tenant droit avec ce même sourire mince. « Allez-y, » le nargua-t-il doucement. « Ajoutez agression avec arme à votre liste de problèmes mentaux. Vous ne ferez que prouver ce que mon avocat disait sur votre instabilité. » John s'approcha d'Eva. « Ce n'est pas la justice, Eva. C'est exactement ce qu'il veut. Détruire ce qu'il reste de ta vie. » Les larmes coulaient sur le visage d'Ava, mais sa main restait ferme. Il a déjà fait ça. Derrière Carter, inaperçue de tous, sauf de John, une femme munie d'un badge de presse leva lentement son téléphone, enregistrant chaque instant. Son doigt hésitait sur le bouton « Live ». Un clic et cela serait diffusé en direct à plus de 5 millions d'abonnés. Les 60 prochaines secondes allaient tout changer. 4 ans plus tôt, Maya Thompson vivait le rêve suburbain à Oak Ridge, Connecticut. Sa carrière en tant que première femme noire à devenir directrice du bureau local du FBI était épanouissante. Son mari James était un pédiatre respecté et leur fille Ava était une élève exemplaire en 2e année de lycée, dotée d'un talent exceptionnel pour la natation et de perspectives de bourse d'études. Puis vint le gala d'été annuel du Brookhaven Country Club. La famille Thompson y assistait chaque année. C'était l'endroit où les familles influentes de la ville se rencontraient, où les carrières se forgeaient et les connexions se formaient. James, en tant que l'un des médecins les plus appréciés de la communauté, était toujours sollicité pour des conversations. « Je vais ressauter toute la nuit », avait-il dit à Maya avec un sourire en coin. « Tu gardes un œil sur Eva ? Tu sais comment ces événements tournent une fois que les enfants disparaissent vers la maison de la piscine. » Maya avait ri. Elle a 15 ans, James, et c'est la responsable de cette famille. Cette nuit-là défila devant Maya en images vives et fragmentées, alors qu'elle regardait sa fille tenir une arme dans une salle d'audience 4 ans plus tard. L'éclat du champagne dans des verres en cristal, le rire provenant du jardin. La manière dont Daniel Carter, récemment promu sergent, admiré pour son action de proximité avec la communauté, avait complimenté les performances de natation d'Eva. « Tu me rappelles ma nièce », avait-il dit, tout charme et dents parfaites. Elle nage maintenant pour Stanford. Maya n'y avait pas attaché d'importance. Carter était respecté dans la communauté, siégeait à plusieurs programmes d'action sociale.
auprès des jeunes. Sa réputation était irréprochable. La ville le considérait comme un officier exemplaire, un homme bon qui construisait des ponts entre la police et les citoyens. Plus tard, Maya rejouerait chaque interaction dans son esprit à la recherche de signes avant-coureurs. Sa main avait-elle traîné trop longtemps sur l'épaule d'Ava? Y avait-il eu quelque chose de prédateur dans son regard que Maya avait manqué? Les pièces ne se rassemblèrent qu'au lendemain matin, lorsqu'elle trouva Ava recroquevillée, dans la douche, l'eau froide coulant sur son corps encore vêtu. Les mois suivants devinrent un flou de déclarations de police, de visites à l'hôpital et de rendez-vous de thérapie. La carrière de natation d'Ava s'était terminée. Elle ne supportait plus l'eau. Ses notes s'effondraient. Elle resta muette pendant des semaines. James s'était enfoui dans son travail, incapable de faire face à ce qui s'était passé sous sa surveillance, lors d'un événement où il était censé protéger sa famille. La distance entre lui et Maya grandissait jusqu'à ce que, 2 ans après l'agression, il accepte un poste dans un hôpital de l'autre côté du pays. « Je ne peux pas rester ici », avait-il dit, les valises déjà prêtes. « Chaque fois que je la regarde, je vois mon échec. »« Alors tu l'as fait encore échouer en partant », avait répliqué Maya, mais il était déjà parti. John Cena avait été différent. Là où d'autres voyaient une affaire, lui voyait Ava. Ils passaient des heures dans leur salon, construisant patiemment une relation sans jamais forcer sur les détails. Malgré sa renommée issue de la lutte et du cinéma, John avait surpris tout le monde en devenant un défenseur des victimes après sa retraite du show business. Il connaissait Maya depuis l'enfance, et lorsqu'il entendit parler du cas d'Ava, il offrit immédiatement son soutien. « Je m'étais promis d'utiliser toute l'influence dont je dispose pour aider ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, » avait-il dit à Ava un jour particulièrement difficile. « Je travaille toujours à tenir cette promesse. » Lorsque le procureur décida enfin de porter des accusations, Maya pensa que la justice pourrait enfin se faire. Mais l'équipe de défense de Carter fut impitoyable. Ils fouillèrent dans les réseaux sociaux d'Ava, découvrant des publications sur la dépression datant d'avant l'agression. Ils insinuèrent qu'elle avait inventé l'histoire pour attirer l'attention. Ils remirent en question le fait qu'elle avait consommé de l'alcool alors qu'elle était mineure, qu'elle s'était éloignée des autres adolescents lors de la fête. La procureure, Andrea Wilson, semblait forte au début, mais au fur et à mesure que l'affaire avançait, Maya remarqua les changements, le regard fuyant, le ton de plus en plus défensif lorsque Maya demandait des nouvelles. Seul John était resté inébranlable, même lorsque d'autres officiers suggéraient que l'affaire était compliquée. Puis vint la révélation qui détruisit tout. Carter avait des liens avec la famille du procureur. Andrea Wilson le savait, mais n'avait pas demandé récusation. Au contraire, elle sapait subtilement sa propre affaire de l'intérieur, appelant des témoins insuffisamment préparés, ne contestant pas les tactiques de la défense qui auraient dû être irrecevables. Durant le procès de 2 semaines, Ava se repliait toujours plus sur elle-même. La seule personne à qui elle parlait occasionnellement était John, qui assistait chaque jour aux audiences, même lorsqu'il ne témoignait pas. Personne ne savait qu'elle avait réussi à se procurer une arme. Personne ne savait qu'elle préparait cette éventualité, le moment où le système échouerait complètement. Maintenant, dans la salle d'audience silencieuse, le doigt d'Ava tremblait sur la détente. « Tous ceux qui auraient pu l'arrêter ont échoué », dit-elle, la voix brisée. « Les adultes à la fête, le procureur, le jury. »« Pas tous », murmura John en s'approchant encore d'elle. « Tu te souviens de ce journaliste qui continuait de couvrir ton histoire même quand d'autres médias l'avaient abandonné? Des membres du groupe de soutien qui t'ont cru sans l'ombre d'un doute? Des élèves de ton école qui ont témoigné du comportement récurrent de Carter? Ils ne t'ont pas abandonné. » Maya se rapprocha de sa fille. « Et moi, je n'ai jamais cessé de me battre pour toi, Ava. » Derrière Carter, la journaliste Sarah Jenkins du Oak Ridge Chronicle appuya sur le bouton « Live ». Son visage se dura, empreint de détermination, alors qu'elle dirigeait l'appareil pour capturer l'expression de Carter. « Et à quoi bon tout cela ?» demanda Ava, les larmes coulant sur son visage. « Il marche toujours libre. Il va encore blesser quelqu'un d'autre. » Carter éclata de rire, un son si inattendu que même son avocat parut surpris. « Vous pensez vraiment que quelqu'un croira quoi que ce soit à ce que vous dites après cette petite démonstration ?» À cet instant,
Sarah s'avança, son téléphone levé. En réalité, ils y croient déjà. Vous êtes en direct pour 5 millions de téléspectateurs en ce moment, officier Carter. Pourriez-vous répéter ce que vous avez chuchoté à Eva pendant que le jury délibérait hier, à propos de comment vous alliez vous en tirer à nouveau? Le visage de Carter perdit toute couleur. Il se jeta vers Sarah, mais 2 agents de la cour le maîtrisèrent. « Éteignez ça !» ordonna l'avocat de Carter. « Liberté de la presse !» répliqua froidement Sarah. « Et j'ai des enregistrements de 3 autres femmes qui ont témoigné de leurs expériences avec l'officier Carter. Elles m'ont contacté après la diffusion de mon premier article. Elles avaient eu peur de se manifester, jusqu'à maintenant. » La révélation frappa la salle d'audience tel un coup de tonnerre. Maya vit le procureur, Andrea Wilson, ramasser frénétiquement ses papiers, tentant de fuir avant que les caméras ne se tournent vers elle. John fit signe à un autre agent, qui se déploya pour bloquer la sortie de Wilson. « Eva, dit doucement John, tu peux poser le revolver maintenant. Il y a d'autres moyens d'obtenir justice. Laisse-moi t'aider à les trouver. » Maya retint son souffle alors que la main d'Eva hésitait. Le moment s'étira en une éternité. Puis, lentement, Eva baissa l'arme. Alors que John prenait soigneusement le revolver, la salle d'audience explosa en questions criées et en chaos. Des agents se précipitèrent pour appréhender Carter, dont le sourire confiant s'était dissous dans la panique. Sarah Jenkins narrait déjà les événements à ses téléspectateurs, sa voix posée et déterminée. Maya serra Eva dans ses bras, qui s'effondra contre elle, le poids enfin enlevé de ses épaules. Pour la première fois en 4 ans, sa fille la serra avec toute sa force. 6 mois plus tard, la place centrale de Oak Ridge était bondée de personnes rassemblées autour d'une scène temporaire. Les feuilles d'automne tourbillonnaient autour de leurs pieds alors que Sarah Jenkins s'approchait du micro, ses accréditations de presse remplacées par l'attitude formelle d'une maîtresse de cérémonie. « Il y a 1 an, j'ai écrit une histoire que personne ne voulait publier, » commença-t-elle. Une histoire sur le pouvoir et le silence, sur la façon dont ceux qui portent des insignes pouvaient agir en toute impunité, et sur un système conçu pour les protéger, et non leurs victimes. Au premier rang, Maya était assise aux côtés d'Ava, toutes 2 vêtues de bleu. La couleur de la fondation qu'elles avaient créée avec l'argent du règlement de leur procès contre le bureau du procureur et le département de police. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter quelqu'un qui a transformé sa douleur en détermination, poursuivit Sarah. Quand les tribunaux ont échoué, elle aurait pu choisir la vengeance. Au lieu de cela, elle a choisi de transformer le système lui-même. Eva se leva, serrant la main de sa mère avant de se diriger vers la scène. À 19 ans, elle portait encore les ombres de son traumatisme, mais il y avait maintenant autre chose dans sa démarche, une détermination d'acier qui n'avait jamais été là auparavant. La Breaking Silence Foundation ne concerne pas seulement les survivantes d'agressions sexuelles, déclara Eva d'une voix claire et forte malgré le tremblement de ses mains. Il s'agit de remettre en question les cultures du silence. Dans chaque institution, école, force de police, milieu professionnel, tribunaux, il s'agit de ce qui se passe quand nous refusons de détourner le regard. Dans le public, John Cena regardait avec fierté. Son travail de plaidoyer avait trouvé un nouveau sens après l'incident en salle d'audience. Il dirigeait désormais une organisation à but non lucratif qui mettait en place de nouveaux protocoles de protection adoptés par des communautés à travers l'État. Le silence a un poids, poursuivit Eva. Il nous écrase individuellement, mais quand nous parlons ensemble, ce poids s'allège. Alors qu'elle parlait, Maya remarqua une silhouette familière au fond de la foule. James, le visage marqué par le regret et l'incertitude. Il n'avait pas été invité, mais il était venu quand même. Ava ne l'avait pas encore vu, absorbée comme elle était par son discours. Maya ne savait pas si elle devait espérer une réconciliation ou protéger sa fille d'une nouvelle déception potentielle. Certaines blessures guérissent, d'autres font simplement partie de ce que vous êtes. Après la cérémonie, alors que les soutiens se rassemblaient autour d'Eva, Maya s'approcha de son ex-mari. « Elle est incroyable, » dit James, la voix épaisse d'émotion. « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as soutenue quand je ne pouvais pas. » Maya secoua la tête. « Elle l'a fait toute seule. Je n'ai fait que rester. » L'accusation tacite planait entre eux. « Y a-t-il un moyen de revenir en arrière ?» demanda James doucement. « Pas pour nous, mais pour moi et pour elle ?» Maya observa Eva rire avec Sarah Jenkins toutes 2, en train de planifier leur prochaine campagne de plaidoyer.
Elle pensa au groupe de soutien qu'Ava dirigeait désormais chaque jeudi, au témoignage qu'elle avait donné devant la législature de l'État le mois précédent. « Ce n'est pas à moi de décider, finit par dire Maya. Mais si tu veux faire partie de sa vie, tu devras accepter qu'elle n'est plus la fille que tu as laissée derrière toi. Elle est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. » James hocha la tête, comprenant le défi. « Et toi, qui es-tu devenu » Maya sourit, surprise de ne ressentir aucune amertume. Quelqu'un qui n'a pas besoin de pardonner pour avancer. De l'autre côté de la place, Eva aperçut son père. Son sourire vacilla un instant, puis se stabilisa. Elle s'excusa de sa conversation et s'approcha d'eux, les yeux clairs et déterminés. Quoi qu'il advienne ensuite, ils l'affronteraient ensemble, non plus écrasés par le silence, mais renforcés par la vérité.